Mesdames et messieurs, merci d'avoir assisté à cette séance. Accueillir l'applaudissement de tous. Merci à la Slonémesse d'être avec nous ce soir. Je voulais remercier aussi toute l'équipe du film que vous avez vu au début pour lancer la projection. Et puis merci au MK2, MK2 Odéon pour nous accueillir ce soir, accueillir le Ciné-Club de l'Histoire. Laszlo, ça fait 3 fois qu'on parle ensemble de tes films, et c'est 3 films d'histoire, 3 films sur le destin tragique de la Hongrie. On a l'impression que tu es vraiment hanté par cette histoire. Je ne fais pas exprès, c'est comme ça, et c'est arrivé comment dire, fatalement, avec la force des choses. Je n'avais jamais prévu à l'avance de m'engouffrer dans le cœur de l'Europe au XXe siècle. Pourtant, je crois que je porte ça en moi, autant que le continent porte ça en lui-même. Et revenir à l'histoire, l'origine de moi-même, puisque c'est l'histoire de mon père. C'était quelque part, rétrospectivement, c'est un sens, mais c'était pas du tout prévu à l'avance. Oui, donc ce que tu dis, c'est que cette histoire du cœur de l'Europe, du centre de l'Europe, c'est aussi une histoire familiale. C'est ton histoire, l'histoire de ta famille, en tout cas, de ton père et de ta grand-mère. Oui, c'est une histoire familiale, c'est l'histoire de ma grand-mère, de mon grand-père, le boucher, et mon père. Donc, quand j'étais. Et je crois que c'est aussi, on oublie un peu ça, mais c'est quand même l'histoire, encore une fois, du continent. Tant de choses ont été définies par le cœur de l'Europe, que ce soit Sarajevo, que en 14, que le reste, et l'entre-deux-guerres et les guerres mondiales. Donc, quelque part, nous sommes encore hantés par ce mouvement historique. On porte ça en nous, même si on fait pas. Même si on n'est pas forcément conscient, notamment en Occident, que c'est le cas. Je crois que l'histoire est là pour dicter quand même, ou revenir dans notre vie, ou dicter des choses extrêmement importantes. Et si on s'en débarrasse, elle revient. De toute façon. Donc quelque part, je suis hanté pour de bonnes raisons. Et le fait que ça soit une histoire familiale, en étant gamin, je savais déjà que mon père devait changer de nom à l'âge de 13 ans. Il a dû changer de nom, et c'était quelque chose de particulièrement douloureux pour toute la famille, ou même moi en grandissant, de devoir me rendre compte que ce qu'il avait vécu, ce qu'il a changé sa vie, est aussi quelque chose que je porte sans le vouloir en moi. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu transmettre aux spectateurs. Et ça, le fait de raconter cette histoire, c'est quelque chose qui doit être douloureux dans la famille. C'est quelque chose donc, que tu portes. C'est un moteur pour toi pour faire ces films. Oui, c'était le moteur de tout ce traumatisme hérité. Et c'est une histoire d'origine. Et évidemment, ça donne une énergie particulière quand on fait un film comme ça. Et aussi, quand j'ai découvert avec un peu plus de recul qu'en faisant le film, déjà que c'est une histoire de livre, une histoire de Hamlet, le prince qui parle à son père mort et qui veut se débarrasser de celui qui est sur le trône. C'est une histoire
histoire archétypale. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a donné la force de continuer, que c'était pas juste, entre guillemets, une histoire de famille, c'est une histoire beaucoup plus comment dire, fondamentale. Et on a l'impression que, enfin, pour nous, en Occident, d'une certaine manière, l'histoire, elle fait plus vraiment partie de notre vie. En tout cas, cette histoire-là, elle appartient, disons, à des professionnels, des historiens. Mais que chez toi, et plus généralement, j'ai l'impression en Hongrie, l'histoire est encore présente comme ça. L'histoire de ce moment-là. Oui, mais je pense que Et puis du moment du totalitarisme, toute cette histoire. Mais je pense que même en Occident, on commence à se rendre compte que l'histoire ne s'est pas arrêtée à un moment donné, qu'elle est en marche et je crois qu'à l'Est ou dans le centre de l'Europe, en tout cas je peux parler pour la Hongrie, nous avons quand même la conscience qu'on porte, chaque famille porte en elle quelque part les traumatismes du siècle. Alors, après, il faut faire le film, et donc, tu choisis aussi de le placer à un moment particulier, qui est donc 57, un an après la révolte de 56. Bien sûr, ça a à voir avec ta famille, avec l'histoire, mais en même temps, c'est quand même un choix particulier de le mettre à ce moment-là. Oui, alors 56, 57, c'est aussi parce que l'histoire familiale a pris une tournure particulière, quand mon grand-père a réapparu après 13 ans d'absence. 12 ans d'absence, donc du coup c'est un peu par l'histoire familiale que cette date a été trouvée, mais aussi parce que je pensais, et on était je crois d'accord avec Clara, que le pays, la Hongrie en 57 était un pays orphelin qui était abandonné par tous plus ou moins, et qu'il y avait une soif de liberté qui a été une révolte, une révolution qui a été réprimée dans le sang, et que le système totalitaire a eu raison. Donc du coup l'histoire, l'orphelin de notre histoire se retrouve dans un pays d'orphelins quelque part aussi, et je crois qu'il y a un dialogue entre l'histoire personnelle et l'histoire, la plus grande histoire du pays. Et je crois que, encore une fois, quelque part, l'Europe centrale est un très bon pour c'est un très bon, c'est un signal pour tout le continent quelque part. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas parce que je suis tellement omnibulé par la Hongrie du tout, mais c'est quelque part une région très intéressante, comme l'Autriche-Hongrie était si importante pour le début du XXe. J'en ai fait un film, donc c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Voilà, donc voilà les éléments de réponse. Et après, il faut aussi, je dirais, recréer ce moment. Et comment est-ce que tu as travaillé, notamment l'image, ce qui est très impressionnant, je trouve, c'est qu'on a l'impression d'être face à une image qui n'est pas du tout une carte postale, qui est plutôt une image d'archive, presque d'archive vivante. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un travail particulier sur l'image, sur la technique, pour obtenir ces ambiances, je dirais, à la fois de juste après la guerre et puis ensuite de 57? On a essayé de travailler autant que possible l'univers visuel du film. C'est un film qui a été, on a autant que possible, on a reconstitué l'environnement immédiat qui était quand même assez, que moi je percevais comme étant vrai en regardant les photos
limite mental, c'est un univers que moi-même j'ai projeté dans le film, donc j'ai du mal à en parler d'une manière cohérente, mais ce qu'on a beaucoup fait, c'est qu'on est allé chercher des images d'archives, des vraies photos de 1957, 56, fin 56, début 57, et on a recolorié des images, on a inséré dans le film pour ouvrir des perspectives, parce que cette ville de 57 n'existe plus. Parce que la ville de Budapest a été très touchée pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis après pendant la révolte de 56. Oui, il y a pas mal de passages, de moments on voit des ruines. On a l'impression d'une ville abandonnée. Voilà, c'est là une ville un peu orpheline aussi. Et donc, on a utilisé ces images-là qu'on a insérées pour ouvrir des perspectives. Mais c'est jamais la quasi-totalité de l'image. On rajoute des choses, on essaie d'ouvrir la perspective mentale pour l'imagination, mais on n'essaye pas d'écraser avec des trucages. C'est-à-dire qu'on a mis un travail assez fin entre ce qui existe et ce qui par les éléments qu'on a trouvés qui ont remplacé des choses qui n'étaient plus valables, qui n'étaient pas valables en 57, où il y avait de la pollution qu'on voulait effacer. Donc en gros, il y avait beaucoup de travail sur l'image, sur Budapest, essayer de recréer ce que j'avais en tête, et après, évidemment, on est limité par plein de choses, on essaie toujours de faire en sorte que c'est l'imaginaire du spectateur où les choses commencent à prendre vie, les choses doivent être vivantes dans l'imagination du spectateur. Et on a l'impression aussi d'un travail particulier sur la pellicule. Est-ce que c'est le cas? On travaille en film, je n'aime pas du tout le numérique. Tous les 3 films sont faits en pellicule, et je trouve que c'est un énorme avantage de travailler en pellicule. C'est pour nous beaucoup de travail, parce qu'il faut, contrairement au numérique, il faut savoir des choses, notamment techniques et des choses assez pointues. On avait des optiques spécialement conçues pour nous, modifiées, mais aussi on avait des processus de laboratoire qui étaient particuliers pour atteindre une image qui est à la fois, qu'on voulait, à la fois dure et douce. C'est comme ça qu'on définissait avec le chef-op, une dureté, une douceur à la fois. Et ça, que les blancs soient blancs, les noirs soient noirs, et que la palette soit pas. J'ai lu quelque part que c'était sépia, mais c'est pas du tout sépia. Quelqu'un qui utilise le mot sépia, donc on ne sait pas ce que c'est. On voulait garder un réalisme, mais travailler aussi sur le côté un peu magique de la projection de l'enfance. Donc une douceur de l'enfance, une dureté de la tyrannie qui devait se mélanger. C'était notre objectif dans nos films. Alors évidemment c'est l'enfance, c'est Andor qui donne le point de vue. Hein. On a vraiment l'impression d'une caméra à hauteur d'enfant, de tout ce qu'on voit dans le film, c'est des choses que lui voit. Et d'ailleurs, il y a des choses qu'on ne voit pas parce qu'il ne les voit pas. Il y a ce travail comme ça d'être toujours un petit peu avec lui, même un peu dans son dos, sur son épaule. C'est quelque chose qui est très frappant dans le film. Alors, sur la dramaturgie, il n'y a pas de scène sans Andor, le personnage principal. Donc, on est vraiment dans une subjectivité de l'histoire, de cette histoire-là. Après, sur l'emplacement de la caméra, souvent, ce que je voulais, c'est qu'il y ait
position sur l'enfant qui sont un peu en plongée, comme si c'est quelque chose qui revient souvent cycliquement dans le film, comme si c'était un adulte qui accompagnait l'enfant, qu'un adulte qui, comme s'il revisitait cette histoire dans le passé. Donc il y a cette idée de revisiter, de revenir dans un passé de l'enfance. Voilà. Donc il y a quand même un rapport entre adulte et enfant dans ce film, en tout cas j'ai essayé de faire en sorte que ça soit comme ça. Alors cet enfant, il tient, il s'appelle Hirsch, c'est quelque chose qu'il répète, qu'il ne veut absolument pas abandonner ce nom. On sait évidemment ne pas abandonner le père qui l'attend, mais c'est aussi sa jugalité qu'il ne veut pas abandonner. Oui, évidemment, c'est quelque chose que j'ai, comment dire, je dois presque intégralement à ma grand-mère, cette obsession de ce mari qu'elle avait quand elle avait dans les années 30 et qui est mort pendant la Shoah. Et pendant que j'étais enfant, elle n'arrêtait pas d'en parler, de dire mon mari, c'était le seul être qui m'a aimé dans toute ma vie, et d'une manière romantique, j'imagine, parce qu'on aimait quand même. Mais c'était c'était extrêmement lourd et douloureux. Elle était née en 1914, donc elle avait vécu tout le siècle. Quelque part, elle était une sorte de guide au passé, vers le passé. Et cet homme qui était mort, qui s'appelait Hirsch d'ailleurs, était mort sans enfant. Et c'est quelqu'un qui était très doué, qui avait un nom particulier. Et tout ce talent graphiste et des choses comme ça, il faisait des peintures, il était très doué. Et tout ce talent était tué à l'image de l'Europe, qui avait tué tout ce talent et toute cette vie. Quelque part, une tristesse absolue que j'ai trouvée absolument, vraiment profondément bouleversante, et que j'ai essayé j'avais en moi en faisant ce film. Cet enfant projette tant de choses sur ce père qu'il n'a jamais eu et qui finalement existe que dans sa tête. Et je pense qu'il y a quelque chose de très émouvant et qui parle d'une manière presque instinctive, qui me parle instinctivement, et j'espère que ça parle aussi aux spectateurs. Alors, il y a ce père talentueux et héroïque, mais qui n'est plus là. Et puis il y a l'autre père, hein, qui est un peu une sorte de père monstre, un petit peu. Voilà, comme si la filiation avait été un peu contaminée, quoi. Il y a quelque chose de ce genre-là. D'autant plus que ce père était encore, j'ai adouci les traits, parce que ce boucher était encore bien plus. Il est encore là, Grégory? Non, il est là encore. Oui, le boucher. Le boucher, Grégory est une version encore sophistiquée de ce boucher. Si j'avais voulu le reproduire intégralement, ça aurait été un peu trop. Comment dire, ça aurait été difficilement acceptable. J'ai voulu avoir un boucher qui soit quand même, qui ait une dualité, qui aime son fils, qui ait quelque chose de touchant en lui. Malheureusement, la réalité n'était pas aussi ambivalente, disons, et c'était effectivement ce personnage de père biologique qui se présente avec cette violence, cet abus, cette agressivité, qui en l'occurrence a aussi des sentiments pour ses fils. J'ai trouvé le conflit intéressant. Là, un peu changé par rapport à l'histoire d'origine. Encore une fois, donc il a fallu un tout petit peu créer une réalité un peu plus ambivalente, parce que sinon ça aurait été juste un peu trop unidimensionnel. Oui, parce qu'il est à la fois
le bourreau, mais aussi le sauveur quand même. Et puis c'est celui qui nourrit. Il découpe la viande, mais aussi, on a l'impression parfois aussi qu'il découpe l'histoire. Il a un côté comme ça, vraiment bouché. Oui, voilà. Très bien. Et alors, ce qui est ambigu, ce sont ces rapports avec les Russes, avec les Soviétiques. On ne comprend pas trop, on a l'impression qu'il est capable de leur parler, de leur résister. C'est un personnage du système quelque part. C'est quelqu'un qui n'est pas immédiatement membre du parti ou on ne sait pas. En tout cas, il n'est pas directement, il n'émane pas du parti directement. Mais il trouve une fréquence de communication avec le pouvoir. Et c'est vrai que dans le système communiste tel qu'il existait en Hongrie, c'était quand même le cas. C'est-à-dire qu'une grande partie de la population pouvait garder une fréquence ou communiquer avec une fréquence connue de ces gens-là. C'était le mode de communication. Et quelque part, c'est la corruption des esprits qui est ici montrée. Alors, comment est-ce que tu as choisi Grégory Gadebois pour jouer le personnage de Berend? Voilà, comment est-ce que c'est arrivé? J'ai essayé de trouver un Hongrois pour jouer ce rôle, mais je n'ai pas trouvé. Et puis en Hongrie, quand j'ai présenté le film, les Hongrois m'ont dit mais qui est ce brillant acteur hongrois? J'ai dit qu'ils ont dû à un moment donné accepter le fait qu'il est français. Il a appris tout son texte, ce qui était quand même bien difficile dans une langue très compliquée. Et donc je crois qu'il a depuis il se demande pourquoi il a accepté le rôle parce que c'était quand même un peu inconscient de sa part, mais il l'a fait heureusement. Et pourquoi toi tu lui as demandé? Parce qu'on a cherché le rôle on a cherché dans toute l'Europe après avoir abandonné les pistes hongroises où les acteurs n'étaient pas assez bons de cette tranche d'âge, pour nous en tout cas. On a cherché dans toute l'Europe et on voulait quelqu'un qui soit physiquement imposant et dangereux, et pourtant qu'on puisse quand même l'aimer. Et il n'y en a pas tant que ça, en fait. Donc merci Grégory d'avoir fait ce film avec moi. Il est très crédible dans ça. Oui. Même pour les Hongrois. Il est très crédible dans ça. Il y a eu un travail particulier, donc il a appris. Je pense qu'il a compris à un moment donné les vibrations, la fréquence du personnage. Mais il le fait d'une manière instinctive, ce qui est très bien pour un metteur en scène de pouvoir travailler avec un acteur comme ça. Et l'enfance a dû aussi être quelque chose de quelqu'un de difficile à trouver, non? Oui, on a fait un grand casting ouvert et on a demandé à des jeunes d'envoyer des petites vidéos de présentation, et puis on a fait un énorme casting. On a eu 10 000 enfants en Hongrie, et voilà, Timon de Gaulle, on a trouvé notre mentor parce que c'était un coup de chance. Mais c'est vrai que c'est difficile avec les enfants parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop. Que ça passe pas. On ne voulait pas faire un film de jeunesse, on devait trouver quelqu'un qui fasse drame, tragédie. Qui soit grave comme ça, voilà, qui porte vraiment beaucoup de mélancolie, on sent ça. Et que ça ne soit pas joué, que ce ne soit pas l'externalité, enfin, il ne faut pas que ce soit extérieur, il faut que ce soit, qui porte en lui quelque chose de cette gravité, de cette colère, toutes ces choses dont on avait besoin pour créer le roi. Le micro va circuler, vous avez peut-être sûrement des questions. Vous n'êtes pas obligé.
extrêmement touchant ce film. Je suis d'origine hongroise, mais j'ai grandi hors de Hongrie. Mon père est né en 1903, je laisse là. Je suis curieux, il y a des éléments qui pour moi sont vraiment tellement spécifiques à l'Hongrie, et je me demande à qui est le public auquel vous vous adressez. Évidemment, on est en France, je pense que quelque part vous vous adressez à un public international, et en même temps, j'ai l'impression que vous vous adressez aussi spécifiquement au public hongrois. Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? Non, enfin, moi, je m'adresse à des êtres humains, et après, ils font leur tri de ce qui est important, ce qui n'est pas important. Pour moi, le film a eu un socle, ce que je disais, archétypal. C'est une histoire, une fondation, c'est une des histoires quelque part fondatrices. La question du père, la question du remplacement du père, la question de ce conflit et de l'envie, la jalousie, et la question de ce triangle entre l'enfant et les parents. Je pense que c'est quelque chose de fondateur, de toute façon. Après, le reste, chacun prend ce qu'il veut de l'histoire, toutes les spécificités, on n'est pas obligé de tout importer. C'est-à-dire que quand je regarde quand je regarde un film sur Netflix, pour le nommer, je vois qu'il y a une simplification du système narratif qui est particulièrement, qui n'est pas commencé avec eux, mais qui continue très fortement, et qui est une espèce qui veut donner un contrôle absolu au spectateur, pour que le spectateur puisse faire de l'Instagram pendant qu'il regarde le film. Et donc du coup, je pense que ça a été étudié pour qu'il y ait moins de choses inutiles. Et donc du coup, le monde d'un film tel qu'il existait dans le cinéma a tendance à s'évaporer, et il ne reste que je sais pas ce que c'est, plus que des choses, plus qu'un squelette. On n'a plus de chair sur les os. Et donc du coup, voilà, moi j'essaie encore, peut-être que ça n'a plus aucun sens, mais j'essaie encore de faire des films où il y a encore de la chair sur le squelette. Ah non. Hello, bravo, merci. Non, j'avais une question à vous poser, Lasso, c'est dans vos trois films, il y a cette idée des trous, des cavités. C'est-à-dire que le premier plan du film, c'est Andor qui est caché dans un trou et qui regarde le dehors. Il y avait ça aussi dans Le Fils de Saul. Il y a évidemment le trou dans le mur dans Sunset. Qu'est-ce que ça raconte, cette image d'être derrière une cavité, de regarder le monde, et de ne pas peut-être pouvoir sortir, mais en même temps de se dire qu'on n'a pas le choix, parce qu'on reste enfermé? Je crois que c'est une image fondatrice pour moi, c'est une expérience d'enfant, de regarder par le trou le monde des adultes, ou le monde qui n'est pas forcément accessible. Pour moi, c'est juste, ça vient instinctivement. Et puis on retrouve le côté cinéma, évidemment, je crois. Mais ça, c'est après quand on est plus intelligent. Mais au fond, c'est l'enfant. Pour moi, ça a toujours été la position de l'enfant qui est importante. Cette impossibilité d'être. Ce désir d'un monde qui nous est fermé. Quelque chose comme ça.
du film. Moi, le voyage, j'avais aussi l'impression que c'était une histoire entre la mère et son enfant. Comment vous... Est-ce que vous pouvez un peu développer sur cet aspect-là Merci. Oui, parce que c'est quelque part même si c'est l'histoire du gamin, pour moi, je me suis projeté dans l'histoire du gamin, mais en même temps, ma chaîne de communication était avec ma grand-mère. Donc c'est quand même par l'histoire c'est à travers l'histoire de la mère le prisme de la mère que j'ai eu accès à tous ces faits et à ces émotions. Et donc du coup, c'était pour moi une aventure particulière, puisque l'histoire de la femme, de la grand-mère et de ma grand-mère a été reconstituée quelque part à travers mon film. C'est ma grand-mère m'aurait jamais dit j'ai été violée par le boucher. Et pourtant, dans l'histoire du film, c'est ce que j'ai dû, en faisant le film, c'est ce que j'ai dû me rendre compte de cette extrême vulnérabilité qui est à ce moment-là de cette histoire s'est révélée sans que ça soit... c'était beaucoup plus diffus quelque part. C'était cette idée de la diffusion, cette histoire qu'on recompose avec des trous, qui est l'histoire du passé, cette histoire une histoire d'origine tellement douloureuse qu'elle va nous empoisonner jusqu'à la fin de nos jours et même au-delà, puisqu'elle empoisonne les générations à venir. Et c'est ce qu'on porte en nous-mêmes. Et ces douleurs-là sont quelque part, ça fait partie de ma vie, donc du coup j'essaie de l'intégrer à cette histoire. Mais quelque part, cette idée que la mère peut faire quelque chose, qu'elle a un choix à ce stade-là, en me fondant sur l'histoire d'origine, cette question ne se pose pas. Pour moi, le choix est un peu romantique. Voilà, donc de côté, pour moi, l'histoire de la mère c'est de l'anti-romantisme, c'est-à-dire l'impossibilité de projeter des choses optimistes sur leur vie. Il y a une très grande noirceur dans cette vie, et pourtant la question ne se pose pas est-ce qu'on va continuer à vivre, on va continuer à vivre, et c'est un peu l'image de la fin, c'est qu'on est obligé dans ce mouvement c'est de la mélancolie, c'est-à-dire l'impossibilité de rejeter et quelque chose. On est on est bloqué quelque part dans une situation donnée pour toujours. Et donc voilà. Donc pour moi c'est comme ça que je le vois. Enfin, c'est comme ça que je ressens l'histoire du rapport entre la mère et le fils. Merci. C'est toujours un peu difficile de réagir à chaud parce que l'impression est extrêmement forte dans l'intensité psychologique de Andorre et aussi du boucher et la force des images. Mais j'avais une question sur laquelle, en fait, je crois que tu as très largement répondu. C'était que j'avais du mal à décoder ou à décrypter l'identité psychologique de la mère. Elle est comme lisse par rapport à Andorre. C'est ça
ça, elle subit, et on a du mal à posteriori, là je réagis à chaud, à comprendre qui elle est. Et la réponse que tu viens de donner, c'est que voilà, elle n'a pas d'issue, elle est juste là, sans issue. Mais c'est aussi parce qu'on est tellement, comment dire, on est tellement on vit dans un monde de codes cinématographiques et dramaturgiques. Donc encore une fois, j'ai pas essayé de faire un film forcément en utilisant des conventions ou des codes. J'ai essayé d'être aussi vrai, essayer d'être aussi vrai par rapport à l'histoire que j'essaie de raconter et à adapter une histoire qui s'est déroulée dans ma famille. Donc pour moi c'était une question d'être aussi proche émotionnellement de ce que je sens être le cœur de l'histoire. Et souvent, le code cinématographique veut qu'on projette des choses de la possibilité, une liberté de choix, encore une fois, liberté d'action, là où on n'en a pas forcément. Et ce film ne veut pas continuer ou utiliser cette convention. Oui, merci infiniment pour ce film qui est absolument bouleversant. Et j'étais stupéfaite par le fait que c'est un film sur des femmes, sur des mères extraordinaires, sur des mères qui ont à peu près tout enduré pour que leurs fils vivent, et parfois ils survivent ou pas. Et donc je me disais que vous avez appelé votre film Orphelin, certes de père, mais clairement pas de mère. Et j'étais très très surprise qu'il y ait cette immense présence, cet infini courage, cette incroyable délicatesse, ce sacrifice permanent des mères, et en même temps que le mot orphelin soit celui qui était mis en exergue, effaçant le fait que la mère s'est sacrifiée pour que l'enfant vive, pour qu'il ait à manger, pour qu'il puisse grandir, et c'est pour cela aussi qu'elle revient avec le boucher qui va nourrir. Et puis je ne sais pas si vous avez songé en fait que votre propos est extrêmement universel, puisque notamment en Pologne, beaucoup de personnes pour survivre ont dû payer monétairement, beaucoup de femmes ont été violées, ont été avec des tortionnaires, et vous savez sans doute que Alice Miller, la grande psychanalyste, la dernière fois par ailleurs, s'est retrouvée dans cette configuration-là, et que cela a été vraiment un élément extrêmement structurant de la pensée psychanalytique, mais aussi de sa trajectoire de vie, de celle de son fils, Martin Miller. Et donc vous parlez de quelque chose qui va très au-delà de la Hongrie, qui couvre un moment absolument effroyable de la Shoah. Est-ce que cela a été aussi pour vous une ressource pour penser la trajectoire personnelle que vous souhaitiez décrire? Merci. Oui, certainement. Encore une fois, je ne veux jamais opérer, utiliser des choses préétablies. J'essaie aussi d'aller contre les exigences et les demandes de code. Et je crois que la question de l'histoire de post-Deuxième Guerre mondiale, pour des populations qui ont tellement souffert pendant la guerre, et la Deuxième Guerre mondiale, on sait que c'était d'abord un énorme traumatisme pour les populations civiles en Europe. Voilà, évidemment, mais l'Europe a été très touchée. Je crois que toutes ces choses qui ont été, toutes ces blessures n'ont pas été vraiment comprises ou interrogées, et qu'on porte jusqu'à nos jours. Je crois jusque dans le cœur des familles, ces blessures immenses. Et c'est pas par hasard qu'on se retrouve avec des guerres qui sont profondément ancrées quelque part
j'essaie juste de dire à quel point on n'a pas fait face à ces traumatismes et qu'on continue de porter. Et je crois que peut-être c'est comme ça dans votre approche psychanalytique, ça a un sens de ne pas avoir résolu, de ne pas être allé revisiter ces blessures et qu'il n'y ait pas de compréhension vraiment de ces blessures-là, les blessures collectives. Ici dans le film, le bourreau et la victime se retrouvent unis dans un même enfant, quelque part. Ça va tellement, comment dire, que ces extrêmes se rejoignent dans le même corps. C'est quelque part, pour moi, c'est comme le continent européen, où ces extrêmes se rejoignent dans le même corps, et que dans un monde où on essaie de séparer les bords, on essaie de séparer des essences. C'est finalement, plus on essaie de rejeter notre propre ombre et notre propre obscurité, c'est qu'il y aura un problème de toute façon que cette obscurité nous hante, puisqu'on essaie de se séparer à tout prix de cette dimension-là. Donc quelque part, pour moi, c'est extrêmement... c'est là où le film rejoint ce que je pense du monde tel qu'il est aujourd'hui. Et le gamin, à la fin, doit se rendre compte de si ou pas, si cette obscurité peut vivre en lui ou pas. Et donc, s'il essaie de s'en débarrasser, c'est qu'il devient plus ce qu'il déteste le plus. Et c'est un peu à l'image de notre civilisation. Merci pour ce magnifique film, mais je suis un petit peu étonnée que vous nous ayez laissé sans la suite concernant la mort du frère de son ami ou sa cousine, je ne sais pas exactement, mais en tout cas il a disparu, lui seul le sait, il n'en montre rien, et nous on ne sait plus, ben oui il est mort, enfin on a entendu les coups de feu, mais lui il est quand même concerné par cette, s'il n'était pas allé rechercher le pistolet, il aurait pu lui avoir une fin heureuse, et du coup, voilà, on ne sait pas comment, ni la mère qui a aussi fini par apprendre cette mort a pu réagir, ni sa sœur, si c'est bien sa sœur, ou en tout cas l'autre femme, la maman de la petite fille. En tout cas, d'un seul coup, il n'y a plus rien qui concerne, alors que nous, on sait qu'il est mort, et que lui a été un peu... non pas la cause, mais un peu mêlé à cette issue fatale. La question, est-ce qu'on a réglé l'histoire du frère? Le frère est mort, donc il porte... Oui, il n'y a pas de réaction. Il est mort, on voit réaction. La question de la culpabilité. Il y a la scène, en fait, c'est la question de la culpabilité. Moi, quand ils ont... Attendez. La culpabilité, voilà. La culpabilité du garçon. Il porte en lui cette histoire et c'est à lui de rendre compte. Il a été témoin de cette mort, donc forcément c'est lui qui porte le poids de cette mort. Donc il vit avec ce savoir. Qu'est-ce qui circule, c'est le pistolet. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce que vous vouliez de plus? Profession. Non, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Un autre film, alors. Non. Alors, à propos de notre film, est-ce que tu peux dire un mot sur le prochain Moulin
Le prochain moulin. Le prochain moulin. Parce que quand même, alors on est toujours dans la même histoire, le même moment, mais là tu t'empares d'un mythe national. Comment est-ce que tu as... Je veux pas que tu dévoiles tout, hein, mais pourquoi est-ce que tu as voulu travailler et faire un film sur Jean Moulin? Parce qu'il le mérite. Parce qu'il le mérite. C'est un homme... c'est un grand humaniste. Et puis il a fait des choses extraordinaires. Et je ne sais même pas comment il a résisté jusqu'à la fin. Mais il l'a fait. Et voilà. Et je pense qu'il a mérité, qu'on parle de lui. Voilà. C'est pour ça que je voulais faire ce film. On attend donc ce moulin qui est, je crois, prévu pour bientôt. Merci beaucoup, Laszlo Nemes. Et merci à toute l'équipe du film qui était là. Et au MK2 Audio.